Pour l'Europe, l'Empire ottoman était un cauchemar. Pendant des générations, forteresse après forteresse s'effondra sous les canons ottomans. Les villes tombaient, les frontières disparaissaient, les Ottomans étaient appelés des conquérants. Et dans leur regard, les autres royaumes n'étaient pas des rivaux, mais des territoires en attente d'être absorbés. Mais en 1476, l'impensable se produisit. La Hongrie cessa de se défendre. Après des années d'immobilité, elle choisit de frapper. Les forces hongroises s'enfoncèrent dans les forêts, traversèrent les rivières et attaquèrent là où les Ottomans n'avaient jamais imaginé qu'une guerre puisse commencer. Un empire bâti sur le siège des murs des autres se retrouva soudain de l'autre côté. Pendant des semaines, le tonnerre des canons résonna dans la nuit. Des tranchées furent creusées à plusieurs mètres de profondeur et les rôles de l'assaillant et du défenseur furent inversés. Tout cela pour reprendre une seule forteresse qui avait autrefois appartenu à l'Europe et pour stopper l'avancée ottomane. Non pas partout, mais ici, à Šabac. En 1456, l'Europe du Sud-Est atteignit un tournant. Depuis des décennies, l'Empire ottoman s'étendait à travers les Balkans. Au début, cette expansion semblait temporaire. Les armées arrivaient, combattaient, puis se retiraient. Mais avec le temps, ce schéma changea. La domination ottomane devint permanente. La Serbie passa sous contrôle ottoman, la Bosnie suivit. Les garnisons ne quittaient plus les lieux à la fin d'une campagne. Elles restaient fortifiées et approvisionnées. Pour le royaume de Hongrie, cela créa une nouvelle réalité, une réalité dangereuse. La Hongrie s'était longtemps appuyée sur un système défensif simple. La distance ralentissait les ennemis, les rivières les bloquaient. Les forteresses frontalières permettèrent de gagner du temps. Tant que la présence ottomane au sud de la Hongrie était instable, ce système fonctionnait. Au milieu des années 1470, ce ne fut plus le cas. La frontière n'était plus une ligne que l'on pouvait surveiller. Elle devenait une zone de pression constante. Une rivière comptait plus que toutes les autres, la Save. La Save reliait directement les Balkans à l'Europe centrale. Elle pouvait transporter des soldats, elle pouvait transporter des ravitaillements, elle pouvait transporter de l'artillerie. Celui qui contrôlait la Save contrôlait la manière dont la guerre avançait vers le nord. C'est pour cette raison que la forteresse de Šabac devint si importante. Šabac se dressait sur la rive sud du fleuve. Au cours des décennies précédentes, la région appartenait à une zone frontalière instable liée à l'influence hongroise et à des dirigeants serbes alliés. Lors de l'avancée ottomane, Šabac fut prise puis reconstruite sous contrôle ottoman. Elle ne fut plus seulement une forteresse défensive, elle devint une base opérationnelle. Depuis Šabac, les forces ottomanes pouvaient traverser le fleuve et revenir en sécurité. Les groupes de raids ne risquaient plus d'être piégés. Les éclaireurs pouvaient observer le territoire hongrois sans s'engager dans une bataille. Plus important encore, les futures campagnes contre la Hongrie commenceraient derrière de solides murailles et à partir d'un passage fluvial protégé. Voilà le danger auquel la Hongrie faisait face. Tant que les Ottomans tenaient Šabac, la rivière Save ne protégeait plus la Hongrie. Elle jouait désormais en faveur des Ottomans. Au début, la Hongrie réagit comme elle l'avait toujours fait. Davantage de patrouilles le long du fleuve, des défenses renforcées sur la rive nord, une vigilance accrue. Mais ces mesures ne faisaient que retarder le problème. Elles ne l'éliminèrent pas. Le roi Matyas Corvin comprenait cela parfaitement. Si la Hongrie restait derrière ses rivières, les Ottomans choisiraient quand et où la guerre commencerait. La Hongrie réagirait toujours. Elle n'initierait jamais. Elle ne contrôlerait jamais le moment. Cette situation était inacceptable. La question changea donc. Il ne s'agissait plus de savoir comment défendre la Save, mais de déterminer si la forteresse située de l'autre côté du fleuve pouvait être tolérée plus longtemps. Šabac devint le point central. L'attaquer n'était pas une question de conquête. Il s'agissait d'éliminer une position avancée ottomane qui rendait la Hongrie vulnérable. Cette décision marqua un changement stratégique. La Hongrie ne se reposerait plus uniquement sur la défense. Pour la première fois depuis des années, elle passerait au sud du fleuve. Les préparatifs commencèrent immédiatement. L'armée aurait besoin de vitesse. Elle ne pouvait pas rester longtemps en territoire contrôlé par les Ottomans. Si le siège s'éternisait, des renforts ottomans arriveraient. Tout dépendait du timing. La campagne commencerait à Šabac.
Après que la décision de frapper Šabac eut été prise, l'armée hongroise ne se précipita pas en avant. Il y eut une pause, non par hésitation, mais par calcul. Les commandants comprenaient parfaitement ce qui était en jeu. Une fois l'armée passée de l'autre côté de la Save, elle opérerait sur un territoire contrôlé par les Ottomans. La retraite serait difficile. Si l'opération échouait, l'armée risquait d'être piégée sur la rive sud, exposée à des forces arrivant des profondeurs des Balkans. Cela signifiait que le franchissement lui-même ne pouvait pas échouer. La préparation passa en premier. Les plans furent finalisés discrètement. Les embarcations furent rassemblées plusieurs jours à l'avance. Les points de passage furent choisis avec soin en fonction du terrain et de la visibilité. Certains sites de franchissement étaient proches de Šabac, tentant une approche directe. D'autres étaient volontairement plus éloignés, destinés à tromper les éclaireurs ottomans et à retarder toute réaction organisée. Les convois de ravitaillement furent réduits au strict minimum. Seul ce qui pouvait se déplacer rapidement fut emporté. Tout ce qui ralentissait l'armée fut laissé derrière. La vitesse comptait plus que la force. Lorsque les préparatifs furent achevés, l'armée se mit en mouvement. La marche vers le fleuve fut maîtrisée et méthodique. Les ordres étaient brefs, les colonnes restaient serrées, le bruit était maintenu au minimum. Les unités hongroises atteignirent la rive nord de la Save et s'arrêtèrent. C'était le dernier instant avant l'engagement. De l'autre côté de l'eau se trouvait un terrain hostile. Une fois le franchissement commencé, il n'y aurait plus de pause sûre. Puis le passage débuta. Les embarcations entrèrent sur le fleuve par séquence, et non toutes en même temps. Les hommes embarquaient sans cérémonie. Les chevaux étaient guidés avec précaution, maintenus calmes afin d'éviter le chaos. Les armes, les armures et les provisions étaient transmises de main en main. Le fleuve lui-même était un ennemi. Il était large, ses rives étaient exposées. Une armée prise au milieu du franchissement ne pouvait ni combattre, ni se replier efficacement. Pendant un bref moment, la force hongroise se trouvait dans sa plus grande vulnérabilité. Mais le mouvement ne s'arrêta pas. Dès que les premières unités atteignirent la rive sud, elles n'attendirent pas les autres. Elles se mirent immédiatement en formation. Les éclaireurs avancèrent pour sécuriser le terrain environnant. Les commandants poussèrent la force vers l'avant avant que les Ottomans ne puissent réagir. Ce n'est qu'après qu'un nombre suffisant de troupes eut traversé que l'armée commença à stabiliser sa position. Le franchissement était terminé. L'armée hongroise se tenait désormais au sud de la rivière Save. À partir de ce moment-là, le temps se retourna contre elle. Chaque retard augmentait les chances de voir arriver des renforts ottomans depuis l'intérieur. Chaque pause rendait la retraite moins probable. La campagne entrait dans sa phase la plus dangereuse. À l'intérieur de Šabac, les défenseurs ottomans virent bientôt la réalité de leurs propres yeux. Les bannières étaient visibles sur la rive sud. Des mouvements autrefois jugés improbables se déroulaient désormais sous leurs yeux. Le fleuve avait été franchi. La menace n'était plus théorique. La forteresse de Šabac se trouvait désormais directement sur la route de l'armée en marche et le siège allait commencer. Une fois l'armée hongroise apparue au sud du fleuve, il n'y eut aucune confusion à l'intérieur de Šabac. Aucune panique, aucun désordre. La garnison ottomane s'attendait à ce moment. Šabac n'était pas une ville frontière tenue à la légère. C'était une forteresse conçue pour absorber la pression. À l'intérieur des murs, la réaction fut immédiate et structurée. Les portes furent sécurisées, les postes de garde renforcés, des signaux furent envoyés aux positions environnantes. Les commandants se déplacèrent dans la forteresse avec détermination. Chaque homme connaissait déjà sa mission. Ce n'était pas la première fois que la garnison se préparait à un siège. Leur rôle n'était pas de poursuivre l'ennemi en rase campagne, il était de tenir. Les équipes d'artillerie rejoignirent leurs positions, surplombant les axes d'approche. Les canons furent alignés pour contrôler le terrain ouvert entre la forteresse et le fleuve. Chaque chemin menant au mur était couvert. Les réserves furent vérifiées avec soin. Les stocks de nourriture comptés, les sources d'eau protégées, les munitions furent redistribuées vers les secteurs les plus susceptibles d'être attaqués. Šabac avait été approvisionné précisément pour ce type de situation. Les défenseurs comprenaient leur avantage. Ils étaient derrière la pierre, ils bénéficiaient de positions préparées. Pour l'instant, le temps jouait en leur faveur. Si les Hongrois hésitaient,
des forces de secours arriveraient. Si le siège se prolongeait, la pression changerait de camp. Depuis les remparts, les observateurs ottomans regardaient l'armée hongroise s'organiser. Ils voyaient les formations se mettre en place, ils distinguaient les zones où les travaux de siège commenceraient probablement. Ils pouvaient prévoir là où la première pression s'exercerait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était la rapidité avec laquelle les assaillants allaient agir. Cette incertitude comptait. À l'intérieur de la forteresse, la discipline resta ferme. Il n'y eut pas de discours, pas de grands gestes, seulement la routine. Les hommes se relayaient au poste de garde. Les réparations nécessaires étaient effectuées. Les ordres étaient répétés, afin que rien ne soit mal compris. Šabac avait été conçu pour résister, non pour intimider. Son objectif était simple, tenir assez longtemps. Assez longtemps pour que l'aide arrive, assez longtemps pour que les assaillants commettent une erreur, assez longtemps pour que la pression se brise ailleurs. À mesure que la nuit approchait, des torches apparurent le long des remparts. L'armée hongroise était désormais proche, assez proche pour être vue, assez proche pour être évaluée. Les deux camps comprenaient que la phase suivante était inévitable. Le franchissement était terminé, l'approche achevée. Désormais, le siège déciderait de tout. Le siège ne commença pas par un assaut, il commença par le positionnement. À la première lumière du jour, les commandants hongrois ordonnèrent à l'armée de se déployer sur le terrain ouvert face à la forteresse. Pas au hasard. De manière délibérée, les unités furent placées afin de contrôler les mouvements autour de Šabac. Les chemins menant au fleuve furent surveillés. Les axes d'approche dégagés furent mesurés en termes de distance et de couverture. L'objectif était simple, isoler la forteresse, puis exercer une pression constante. Les travaux de siège commencèrent immédiatement. La terre fut déplacée, le bois fut acheminé vers l'avant. Des écrans de protection furent dressés pour abriter les hommes du feu venant des remparts. C'était un travail minutieux, pas un travail spectaculaire. Chaque étape était calculée. L'artillerie hongroise suivit de près. Les canons furent positionnés là où ils pouvaient frapper les murs tout en restant protégés. Les servants ajustèrent les angles et les portées. Des tirs d'essai furent effectués puis corrigés. Ce n'est que lorsque tout fut prêt que le feu commença. Les premiers coups de canon résonnèrent dans la vallée du fleuve. La pierre trembla, la poussière s'éleva des murs. La forteresse répondit presque aussitôt. Les canons ripostèrent depuis des positions préparées. Les tirs frappèrent le sol autour des assaillants, des éclats jaillirent. Le siège était entré dans sa phase active. Les deux camps comprirent alors le rythme qui allait s'installer. Les assaillants avanceraient lentement, méthodiquement. Les défenseurs répondraient depuis la pierre, forçant les attaquants à payer chaque pas. Ce n'était pas une bataille destinée à être décidée en une seule journée. Les commandants hongrois savaient qu'un assaut précipité contre les murs serait coûteux. Ils choisirent la pression plutôt que la vitesse. Chaque avancée était couverte, chaque position renforcée avant que la suivante ne soit tentée. À l'intérieur de la forteresse, les défenseurs s'adaptèrent rapidement. Le feu fut concentré sur les nouveaux ouvrages de siège dès leur apparition. Les canons furent déplacés pour répondre aux changements dans les positions des assaillants. Rien ne fut gaspillé. La première journée se termina sans brèche, mais le sens était clair. Šabac était désormais sous siège complet. La forteresse était encerclée, les canons étaient en place et la lutte était passée de la préparation à l'endurance. Ce qui suivrait ne serait pas décidé par le courage seul. Cela serait décidé par le temps. Dans les jours qui suivirent le bombardement initial, le siège entra dans sa deuxième phase. Il ne s'agissait plus de positionnement, il s'agissait désormais d'un combat prolongé. L'artillerie hongroise continua de frapper les mêmes sections de murs que celles visées dès le premier jour. Les tirs n'étaient pas dispersés à travers la forteresse, ils étaient concentrés. La pierre fut frappée encore et encore. Le mortier commença à céder. La poussière et les débris tombèrent des remparts. C'était délibéré. L'objectif n'était pas une brèche immédiate. Il s'agissait d'affaiblir les murs jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être réparés sous le feu. Les défenseurs ottomans réagirent comme on les avait entraînés à le faire. Les canons sur les remparts ripostaient à intervalles réguliers. Ils visaient les équipes d'artillerie hongroise et les ouvrages de terre. Plusieurs pièces furent touchées.
certaines équipes durent abandonner temporairement leur position. Les pertes augmentèrent des deux côtés. Des hommes furent blessés par des éclats et des fragments. Du matériel fut endommagé. Aucun jour ne passa sans perte. À mesure que les jours s'écoulaient, les combats s'intensifièrent. Les sapeurs hongrois commencèrent à pousser les tranchées plus près de la forteresse. Ils travaillaient principalement la nuit, avançant la terre sous le couvert de l'obscurité. Au matin, de nouvelles positions apparaissaient plus proches des murs. Les artilleurs ottomans s'adaptèrent rapidement. Lorsque les tranchées entraient dans leur portée efficace, le feu s'intensifiait. Canons et armes légères balayaient les axes d'approche. Plusieurs sections de tranchées furent endommagées ou s'effondrèrent, forçant des réparations sous le feu. À au moins 2 reprises, les défenseurs ottomans lancèrent de brèves sorties depuis les portes. Il ne s'agissait pas de tentatives pour briser le siège, c'étaient des frappes soudaines. De petits groupes surgirent, attaquèrent des positions exposées, détruisirent tout et équipement, puis se retirèrent, avant que les unités hongroises ne puissent réagir en force. Ces affrontements furent brefs, mais violents. Ils ralentirent les assaillants sans pour autant stopper l'avancée. À la fin de la première semaine, la situation avait changé. Certaines sections des murs présentaient des dommages visibles. Les réparations devenaient de plus en plus difficiles à effectuer à mesure que le tir hongrois gagnait en précision. Certains canons tiraient moins fréquemment, soit parce qu'ils étaient endommagés, soit pour économiser les munitions. Les commandants hongrois observaient attentivement ces évolutions. Ils repéraient les parties du mur qui répondaient plus lentement. Ils identifiaient les zones où les travaux de réparation devenaient dangereux pour les défenseurs. Le siège atteignait son objectif. Šabac n'était pas tombée, mais elle n'était plus intacte. À la fin de cette phase, les deux camps comprenaient clairement la situation. Les défenseurs pouvaient encore tenir, mais tenir devenait chaque jour plus coûteux. Les assaillants n'avaient pas encore percé, mais la forteresse s'affaiblissait. Le siège avançait vers son point de rupture. La fin ne vint pas par la surprise, mais par l'épuisement. À la 2e semaine du siège, la situation à l'intérieur de Šabac était devenue critique. Pendant plusieurs jours, l'artillerie hongroise avait concentré son feu sur une seule section du mur. La pierre avait été brisée, le mortier avait cédé, les réparations temporaires ne tenaient plus. Chaque tentative de reconstruction était immédiatement accueillie par le feu. Les défenseurs ottomans ne pouvaient plus se tenir en sécurité sur cette portion du mur. C'était le point de bascule. Une fois qu'un mur ne pouvait plus être occupé, il ne pouvait plus être défendu. Les commandants hongrois agirent rapidement. L'artillerie augmenta sa cadence de tir pour maintenir les défenseurs à distance de la brèche. Dans le même temps, les unités d'infanterie reçurent l'ordre d'avancer. Couverts par la fumée et le feu des canons, les soldats hongrois progressèrent vers le mur endommagé. Ils rencontrèrent une résistance. Des tirs d'armes légères provenaient des positions voisines. Des projectiles furent lancés depuis les tours encore intactes. Mais la défense était fragmentée. Il n'y avait plus de ligne de feu continue. La brèche s'élargit, les pierres s'effondrèrent vers l'intérieur. Les défenseurs se replièrent loin de l'ouverture pour éviter d'être fauchés. À ce stade, la garnison ottomane fut confrontée à un choix final. Continuer le combat dans une forteresse brisée ou préserver ce qui restait de la force. Tenir les murs n'était plus possible. Combattre rue par rue aurait entraîné de lourdes pertes sans aucune chance de recevoir des secours à temps. Les commandants choisirent d'abandonner la forteresse. Certaines unités se retirèrent plus profondément en territoire ottoman. D'autres se rendirent lorsque toute fuite devint impossible. À la fin de la journée, Šabac était sous contrôle hongrois. Les Ottomans n'avaient pas été détruits dans une bataille rangée. Ils avaient été contraints de partir par une pression continue qui rendait toute défense impossible. C'est ainsi que Šabac tomba. Pour la Hongrie, la victoire était claire. La forteresse était sécurisée. Le passage sur la rivière Save n'était plus aux mains des Ottomans. Pour les Ottomans, la défaite était tactique, mais bien réelle. Ils perdaient une base avancée essentielle, ils perdèrent le contrôle du passage fluvial et ils perdèrent la capacité de menacer la Hongrie depuis cette position. Le siège démontra une chose essentielle. Les Ottomans pouvaient être battus non par une charge unique, mais en brisant leur capacité à tenir le terrain. À Šabac, c'est exactement ce qui se produisit.